sourire dans la voix. On part? Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 10e épisode des Rendez-vous de Hugo. Pour les courageux, ceux qui se lèvent à 6h30 le matin, je vous félicite, bravo. Pour ceux qui me réécoutent en rediffusion sur plusieurs plateformes, merci beaucoup. Et gênez-vous pas à vous abonner à mes plateformes que vous l'écoutez, OK, ces rendez-vous-là sur YouTube, Spotify, Twitch, TikTok, Instagram, LinkedIn, peu importe, inscrivez-vous, OK? Ça me fait toujours chaud au cœur. Vous le savez, puis je le répète, OK? Moi, je ne vends absolument rien dans ce rendez-vous-là. Je suis juste là pour discuter avec toi de certains sujets qui me passionnent. Je me répète encore une fois, c'est peut-être la première fois que tu tombes là-dessus. Mes passions, c'est quoi? C'est le plein air, les aventures, le voyage, la croissance personnelle, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Puis tout ça en même temps, c'est moi, Hugo Dubé, tout simplement. Un joyeux luron qui aime bien ça, discuter avec toi le matin. Bref, aujourd'hui, on a vraiment je vous le montre là, pour ceux qui sont sur une plateforme où on peut voir plein de choses à vous parler. 2 pages de notes. Fait que ça va être une grosse épisode aujourd'hui. En plus, Hélène Gauthier, que vous connaissez, elle vient régulièrement. Elle va venir vers peut-être dans 15-20 minutes maximum, peut-être un petit peu avant. Je sais qu'elle est pressée ce matin à des rendez-vous. On va respecter ça. Je parle beaucoup, vous le savez. Fait que rapidement, on va parler de mes dernières aventures. J'ai vraiment vécu un week-end exceptionnel le week-end dernier. On parle de ça. J'ai eu plein de désabonnements. Je voulais en parler la semaine dernière, puis j'ai oublié de parler de ça. Vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Sûrement que je n'étais pas destiné à parler de ce sujet-là. Plein de désabonnements, que ce soit mon infolette, que ce soit sur TikTok ou d'autres plateformes. J'ai eu plein de bris d'équipement aussi sur, l'hiver, j'ai des skis, j'ai des bottes d'hiver, pour faire de la randonnée, faire du sport d'hiver. J'ai plein de bris, OK? Puis moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On en parle. On va parler de chaque être humain est merveilleux. Vous allez voir, j'en parle tantôt. Je vais parler un peu de célibataire puis de couple là, rapidement. Je vais parler, vous savez que je parle toujours des organisations mystérieuses. J'ai parlé de la franc-maçonnerie, j'ai parlé des Cathares, pas de la franc-maçonnerie, des Templiers, mais je n'ai parlé un petit peu avec Hélène de la franc-maçonnerie quand même. On a parlé des Cathares la semaine dernière. Là, on va parler de Rennes-le-Château. Tu sais, les mystères, les légendes de Rennes-le-Château.
Je pars en Colombie en voyage samedi. Je veux qu'on parle aussi des réseaux sociaux. Bon, d'autres trucs un petit peu plus simples. Je veux qu'on parle d'achat local. Bon, puis je veux parler aussi que c'est difficile d'écouter, mais c'est difficile aussi de lire. Hein. Quand on fait une publication sur les réseaux sociaux, hein, des fois, les gens ne lisent pas nécessairement. Je vais vous faire un tirage avec un ressenti. Vous allez voir, c'est toujours merveilleux. Puis pour les gens qui ne le savent pas, après ça, je m'enregistre, je le fais, puis je le mets individuellement, ce tirage-là, sur des plateformes, juste une vidéo avec mon ressenti. Puis je peux vous dire, hein, quand je ne le mets pas là, rapidement après mon rendez-vous d'Hugo, j'ai du monde qui m'écrit, ils attendent leur tirage puis leur ressenti avec vraiment précaution. Si je dépasse quelques minutes, ils m'écrivent. Bref, alors j'espère que vous êtes d'accord sur ce pacing de cet épisode numéro 10. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Je vais le faire pareil. Bon, dernière aventure que j'ai réalisée, vraiment, c'était formidable. Vous le savez, je me promène partout sur la planète. Je m'en vais dans des montagnes exceptionnelles partout, des volcans, des lagunes, peu importe. Mais là, en fin de semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resté au Québec, puis je suis allé dans Charlevoix. J'adore Charlevoix. Si vous me connaissez, là, j'en parle régulièrement. On est chanceux au Québec, on a des beaux parcs nationaux de la CEPAC. Fait que je suis allé dans les grands jardins proches de, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement, Charlevoix, la 138, Baie-Saint-Paul, tu montes vers Saint-Urbain. À quelques kilomètres de Saint-Urbain, il y a un parc national qui s'appelle les Grands Jardins du CEPAC. Un petit peu plus loin, tu as le Mont du Dôme que je parle régulièrement, la traversée de Charlevoix aussi. Fait que je suis allé faire la boucle du Mont Pee-Wee et le Mont des Cygnes. Fait que c'est vraiment, selon moi, c'est une des plus belles randonnées au Québec. Je l'ai faite à l'inverse, fait que j'ai commencé par le lac des Cygnes et j'étais allé faire la Chouenne au début. C'est un 2,6 km supplémentaire que cette fameuse boucle-là. Fait que c'est 2,6 aller-retour. Puis après ça, ben, je suis allé faire le Mont du Cygne, je suis allé faire le Mont Pee-Wee, puis je suis redescendu. Ça donne environ un 17 km, vraiment extraordinaire. En bas, il faisait vraiment chaud. Je pense qu'il faisait 8 degrés Celsius. Mais en haut, il ventait, je suis sûr et certain qu'il faisait moins 25. La température, il y avait un clash là, entre les deux. C'était vraiment, vraiment remarquable comme différentes températures. J'étais bien habillé, j'étais bien équipé, je n'ai pas vécu ça, mais quand même. Si vous me suivez sur d'autres plateformes comme Instagram, je mets régulièrement des photos de mes aventures. Fait que vous pouvez aller voir ça. D'ailleurs, je vais mettre mon Linktree à quelque part ici, puis vous allez pouvoir aller voir ça tout simplement sur toutes mes plateformes. Fait que c'est ça, fait que Charlevoix. Après ça, ben, le lendemain, ça c'est samedi, dimanche, j'étais allé dans mon coin, j'étais allé dans le parc national des Grands, pas des Grands, de la Jacques-Cartier, excusez-moi, qui est dans le coin de Stoneham. Fait que dans le fond, quand vous allez vers Stoneham, un petit peu plus loin, ben, il y a le parc national de la Jacques-Cartier, un des beaux parcs au Québec, puis c'est vraiment très proche de chez nous. C'est environ une demi-heure, beaucoup de variétés de sentiers. Puis, bon, l'hiver, comme je vous le dis régulièrement, le centre de service est au kilomètre 10 de la porte d'entrée de ce parc-là. Puis après ça, tu ne peux pas continuer en voiture. Fait que si tu veux faire des belles randonnées comme les loups, il faut que tu tapes une belle marche pour te rendre là. Normalement, tu peux te rendre en voiture l'été. Fait que je suis parti du centre de service, je suis allé faire le Draveur Sud, environ à 8 km. Je suis revenu de l'autre côté de la rivière par le chemin de service. Et j'étais allé faire les loups par le chemin traditionnel d'été, en réalité. Là. Fait que je suis parti du parking d'été, puis je suis monté faire les loups. Et je suis redescendu par le sentier d'hiver. Pour les gens qui connaissent, vous allez comprendre. Et après ça, ben, je suis revenu par le chemin de service. Souvent, je passe par la coulée. C'est comme dans le bois à place d'être sur le chemin de service. La raison était j'étais complètement brûlé et vidé. C'est sûr que j'avais fait une belle randonnée la veille, mais aussi, c'est que là, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que dans le nord, dans le coin de Québec puis de Charlevoix, il y a encore beaucoup de neige. Tu sais, à Charlevoix, si tu sors du sentier puis tu mets ton pied en dehors, ben, c'est sûr que ça cale jusqu'à la fourche. Si tu mets tes deux pieds, là, tu cales jusqu'aux hanches quasiment. Là. Puis là, ça fond, vous le savez, la neige à fond, hein, on est dans le mois d'avril. Puis là, c'est plus moelleux, puis tout ça. Puis là, il y a une affaire que je veux vous parler, c'est que dans cette période de l'année, quand il y a un peu de neige, amenez toujours vos raquettes. Puis pas les professionnels, les gens qui connaissent la randonnée et qui sont un petit peu plus aguerris en termes d'expérience le savent. C'est une saison où il faut que tu amènes tes raquettes. Parce que si tu vas en bas, tu vas caler tout le temps ou souvent, puis tu vas briser les sentiers pour les gens qui vont être en botte. Fait qu'ils n'aimeront pas ça, eux autres, de leur côté. Puis en raquette, ben, si c'est tout magané avec des trous de bottes, là, les raquettes sont toujours en train de chavirer à gauche et à droite. Fait que c'est pas le fun pour les gens en botte.
c'est pas le fun pour les gens en raquette. Puis quand ça cale, amenez, fin mars, début avril, même jusqu'à fin avril, amenez vos raquettes sur votre sac à dos. Dans le pire des cas, vous les mettez. Fait que vous allez avoir une expérience beaucoup plus agréable. Ça va être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Parce que là, c'est plate. En raquette, tu as toujours la cheville qui chavire. C'est vraiment désagréable. Fait que, puis je l'ai dit aux gars de la CEPAC là, qui surveillent en bas, je dis pourquoi vous n'exigez pas, dans cette période de l'année, comme à certains parcs aux États-Unis, tu obliges les raquettes. Si tu n'as pas de raquettes, tu ne vas pas sur le sentier. Ça va durer plus longtemps la saison de randonnée. Bref, c'est pas moi qui décide. J'ai fait mon message. Je ne pense pas que le monsieur a le pouvoir de changer ça. Mais quand même, j'ai fait mon message. Mais ça a été quand même très agréable. Vraiment, je me suis surpassé. Parce que quand même, je pars en Colombie en fin de semaine. Vous le savez, je n'ai parlé. Puis je voulais être vraiment en forme au top parce que dans le fond, j'accompagne un groupe. Puis on va aller faire 2 belles randonnées. On va aller dormir chez les Kogi, une belle randonnée. Puis on va aller faire le trek de la Cité perdue. Pas que c'est nécessairement super exigeant, mais c'est toujours fun d'être bien préparé pour ça. Je veux parler d'autre chose avant de faire venir Hélène avec moi. Il y a quelque chose que j'aime super bien quand je vais dans le parc national de la Jacques-Cartier. Bon, c'est un coin qui est super beau côté nature. Mais quand je passe dans le coin du Stoneham, j'arrête toujours à une petite épicerie. Là, puis je vais la dire, là, c'est tout petit. Je pense que c'est Arsenault. Là, c'est un poste d'essence. Ça a l'air d'un dépanneur. Mais quand même, il y a quand même de la nourriture. Là. Tu peux faire une petite épicerie quand même là, de base là-bas. Puis il y a beaucoup de plats préparés d'avance, comme mettons des sushis, mettons des sandwichs, tout ça. Je peux vous dire, moi, j'adore ça arrêter là parce que je te dis, il y a des gyros, là, tu sais, comme des pains pita un petit peu avec un peu grec, là, un peu. Là, je ne suis pas un spécialiste de la nourriture, là, mais c'est comme un pain pita avec un peu de sauce là-dedans, avec du bœuf. Là. Je vous le dis, il y a ça des gyros. Puis, je vous le dis, là, c'est vraiment extraordinaire comment c'est bon. À chaque fois que je passe faire une randonnée dans le parc national de la Jacques-Cartier, je vais toujours m'acheter un petit truc comme ça. Puis, je vous le dis, c'est tellement réconfortant. Puis, il faut dire les bons coups. On a tendance souvent à chialer contre les gens à gauche et à droite quand c'est pas correct. Mais quand il y a quelque chose de merveilleux, bien, je vous encourage à y aller. C'est vraiment une belle épicerie. Les gens sont super fins. Là, je peux vous dire, j'ai chaud présentement parce que pour les gens qui connaissent un peu comment ça fonctionne, les podcasts, il faut que la lumière soit vraiment extraordinaire. Si vous voulez bien me voir, le son, la même affaire. J'ai vraiment mis un gros spot. Puis là, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Fait que, bref, c'est un peu l'adaptation du changement de température qu'on a. Je vais prendre une gorgée d'eau si vous me le permettez. Super. Puis là, bien, comme je pars en Colombie, vous allez comprendre que c'est ma dernière randonnée que j'ai faite de ma saison estivale, bien, ma saison hivernale plutôt. Fait que j'étais un peu triste quand même. J'étais un gars quand même nostalgique. Tu sais, quand il arrive quelque chose, par exemple, quand c'est une dernière fois, ou puis je le sais, exemple, je suis en voyage, puis je pars le lendemain, j'ai toujours un petit sentiment nostalgique un petit peu. Là, tu sais, je me sens toujours un petit peu triste, tout ça. Puis là, je me sentais un peu comme ça parce que c'est la dernière fois que je vais pouvoir faire une randonnée l'hiver. Puis quand je vais revenir dans 2 semaines, ben, vous savez, ça va avoir fondu. Ça va promettre de la boîte et tout ça. Puis moi, j'aime ça l'hiver. J'aime ça. Je trouve qu'on est chanceux au Québec parce que oui, l'été, c'est le fun. Okay? Il y a beaucoup de sports qu'on peut faire. Mais il y a beaucoup de sports aussi, je pense, il y en a autant, sinon plus, l'hiver. Du ski, de la planche à neige, de la randonnée. Il y a plusieurs choses qu'on peut réaliser. Puis, je trouve ça plate. Je vais m'ennuyer un petit peu de ça. C'est un peu de changement de saison. Puis, bref, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Des belles aventures que j'ai réalisées. Je suis bien content. Là, je ferai venir Hélène. Je ne sais pas si, dans le fond, elle est disponible. Là. Je ne sais pas si elle est prête. Je vais la faire venir avec moi à plein de beaux sujets qu'elle veut nous parler aujourd'hui. J'ai pris le temps de parler avec elle un petit peu avant d'être en ondes. C'est vraiment intéressant. Fait que je la fais venir immédiatement. Salut Hélène. Allô? Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce Super. que vous me voyez? Est-ce que je suis gelée? T'es parfaite, OK, tu bouges, je t'entends. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de se parler, ça ne fonctionnait pas. On avait des problèmes informatiques. Puis là, c'est réglé, ça fonctionne. Fait que je suis bien content. Fait que t'es de retour après 2 semaines. Après 2 semaines d'inactivité de problèmes informatiques. Fait que là, aujourd'hui, tu as sûrement plein de beaux sujets à nous raconter. Qu'est-ce que tu veux me parler aujourd'hui, Hélène? Ben écoute, ça fait 2 semaines que je voulais te parler de... Bon, vous savez, j'aime le leadership, j'aime les superviseurs, les chefs d'équipe, ceux qui ont à travailler avec des gens et à les amener là où ils doivent se rendre pour atteindre les objectifs de souvent production ou attendus par notre employeur. Ça fait 2 semaines que je voulais parler de l'approbation et de la désapprobation que parfois on vit
où on fait vivre et que ça peut avoir un impact en tant que leader. Personnellement, moi, j'ai encore à vivre avec l'approbation ou la désapprobation de mon père. Parce que, Ah tu sais, ouais? ah oui, 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 oui. Tu sais, je pars moi aussi, là, toute seule au Guatemala et ça fait quand même plus de... J'ai commencé à voyager en solo à 40 ans. Tu sais, fait que je veux pas... ça fait quand même plusieurs années et j'ai jamais eu l'approbation. Fait que ce que j'avais décidé de faire, c'est que je voyageais puis je lui disais pas. Bon. Jusqu'à temps qu'un jour, je m'en aille en Colombie et sa sœur, qui était ma tante préférée, est morte. Et là, il ne savait pas que je suis en Colombie. Fait que là, il cherchait Hélène. Fait que là, il s'est fait dire, ben, elle est en Colombie. Hein? Fait que depuis ce temps-là, je lui dis et je vis avec la désapprobation, mais j'ai appris à développer et à essayer de le rassurer, puis ne pas trop en dire. Où je veux en venir, on le fait dans notre vie professionnelle où on le vit. On ne veut pas déplaire à notre superviseur ou à notre supérieur immédiat ou à la direction. Tant que c'est en cohérence avec la culture, il faut quand même avoir un minimum de respect. Là où je veux en venir, à force de tout le temps lire, là, quelques mois déjà, donc j'ai pu lire, je suis tombée sur les principes stoïques, mais c'est le stoïcisme que je veux plus parler. Qu'est-ce que le stoïcisme? C'est une philosophie. C'est pas une religion, mais c'est une posture qui nous permet de prendre le recul nécessaire avant de réagir. Et je pense qu'en tant que leader, c'est quelque chose qu'il faut être quand même pas nécessairement de pratiquer, mais au moins en être conscient. OK? Ici, nous autres, on est latin, hein? On est latin, on réagit et on parle même pas. Quand on écoute quelqu'un, on l'écoute pas, on l'écoute pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. Je sais pas si je t'ai déjà entendu quelque chose qui ressemblait à ça. Et le Effectivement. stoïcisme, tu sais, le stoïcisme, là, j'invite les gens à dire OK, peut-être que je pourrais vérifier qu'est-ce que c'est. Il y a des régions. Il y a des nationalités, il y a des pays dans le monde qui pratiquent le stoïcisme depuis des générations et des générations. Ça fait 2000 ans que ça existe. Bon, là, je mets j'ai une petite mise en garde. Là. Parfois, on peut lire certains textes puis on se dit, ouais, mais la femme là-dedans n'était pas trop considérée. Je veux pas aller là-dedans. Je suis une femme qui est quand même... je m'assume, puis je le sais que les femmes, ça n'a pas toujours été facile, mais moi, j'en fais pas un débat de féminisme, tu sais. Par contre, ça aide tellement à comprendre parfois que j'ai certains superviseurs qui disent ouais, mais quand je lui explique quelque chose, il ne comprend pas. On dirait que dans ses yeux, c'est bzzz. Ouais, mais attends, là, c'est des gens qui sont nés comme ça. Le stoïcisme, c'est oui, connais-toi toi-même, mais en même temps, pratique du détachement. Prends-le pas Ouais, clairement. personnel. Quand tu n'as pas de contrôle, ben tu n'as pas de contrôle là-dessus. Clairement. Tu t'en vas dans un pays où ils appliquent des choses de façon très différente. Puis avec les Kogi, je me souviens très bien, tu sais, quand on avait toute la période avec le Mamo, hein, le chef spirituel, et qu'à un moment donné, ça a tombé sur la question du rôle des femmes. Il y a eu comme un malaise et de façon très habile, Valérie a comme bifurqué la discussion. Tout ça pour dire, bon, tu tombes dans une autre nationalité, dans un autre pays. Des fois, on est leader, on a des gens de différentes nationalités, de plus en plus au Québec. Bien, partout, mais je parle pour moi, en tout cas, là, ce que je vis. Oui, allez vous informer. Si vous êtes un leader, c'est quoi le stoïcisme? C'est pas une société secrète, c'est une philosophie. C'est Marc Aurèle, comme on en a parlé tantôt. Et tu appliques ce qui te convient. Mais c'est pas mauvais de dire OK, il y a une façon de se détacher tout en restant intéressé, évidemment. Tu sais, Hélène, je veux juste t'interrompre quelques secondes pour les auditeurs, pour les personnes qui écoutent. Là. Tu parlais de Marc Aurèle. Okay, Marc Aurèle, dans le fond, c'est un philosophe, mais avant tout, c'est un grand empereur romain de la Rome antique. Là, c'est pas quelqu'un là, qui sort d'une boîte de Cracker Jack. Là. Puis il a écrit un livre, en tout cas, il y a des mémoires qui a été écrit par la suite, qui est pensé par soi-même. C'est un peu ça que Marc Aurèle prône comme philosophie. Moi, j'ai lu le livre là, de Frédéric Lenoir qui résume un petit peu genre les pensées de Marc Aurèle. Des
des pensées comme genre, OK, tes pensées créent ta réalité, OK, ce que tu penses, OK, ce que tu vibres va se manifester dans ton... C'est des théories, OK, de certains philosophes stoïciens, entre autres. Là. Mais tu sais, souvent, tu sais, on pense beaucoup aux philosophes grecs, OK, l'âge de la raison, puis tout ça, tu sais. C'est souvent, OK, si on résume un peu ça, c'est les émotions, OK, qui fuck un peu la patente. T'sais. Exemple, Hélène, OK, on se rencontre au travail, tu me dis quelque chose, OK, moi, je prends ça personnel, OK, peu importe, ouais, avec la perception que tu me le dis, j'ai des émotions, ça me fâche, OK, puis après ça, on se pogne, puis on chicane, puis on joue au ping-pong émotionnel. T'sais, quand il arrive quelque chose dans tes superviseurs, c'est OK, il se passe quelque chose, bon, pourquoi je me sens comme ça? OK, j'ai-tu raison de réfléchir? Puis là, après ça, genre, tu fais une action. On a tendance à laisser nos émotions tout le temps diriger notre vie, nos actions, nos paroles. Écoute, je te coupe, je m'excuse, mais exact, parce que quand, dans les idées centrales, là, parce que j'ai des notes, moi aussi, là, j'ai mon calepin noir, que ça, c'est mes rendez-vous avec Hugo, là, et c'est de maîtriser ses émotions, pas les supprimer, là. Puis, tu sais, mais pas nécessairement toujours être beige. Moi, je ne serais pas capable d'être beige. J'ai trop de... Mais pas les supprimer, mais éviter que ce soit les émotions qui dictent tes décisions. Réfléchir avant d'agir, mais garder ta vision claire. Puis ça se peut que tu aies à gérer les émotions à travers ça, les émotions de l'autre peut-être, mais il ne faut pas que ça t'atteigne. Fait que tu sais, c'est distinguer, c'est de faire la différence entre qu'est-ce qui dépend de nous autres puis qu'est-ce que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu n'as pas de contrôle sur l'émotion de l'autre, mais tu as des contrôles sur l'impact que ça a sur toi puis sur ta façon de réagir. Puis on le sait on le sait que, oui, l'escalade, écoute, des fois, ça prend une démesure que tu dis, ben voyons, mais OK, tu peux pas dire, ben voyons, tu es dans le jugement. Tu peux pas dire, ben voyons, parce que pour l'autre, c'était important, puis ça l'a amené des émotions. Il y en a pour qui c'est pas important de dire bonjour et bonsoir à tous les jours pour une personne importante ou autour de lui. Pour d'autres, c'est important de le recevoir parce qu'ils disent, ben c'est la base de la communication. Fait qu'imagine si dans ton environnement au bureau, il y en a qui disent jamais bonjour et bonsoir, puis que tu vois régulièrement, mais il ne faut pas que tu le prennes personnel. Mais ça peut virer, lui, il a tout le temps l'air bête, tu sais. Je vais basic, là, mais. Parce que oui. Les gens ont beaucoup d'attentes aussi envers les autres, tu sais. Puis souvent, ils ont des attentes. Fait que, exemple, que tu dis, ben moi, j'aime ça le matin dire bonjour, puis faire ma tournée, puis dire salut à tout le monde. Mais il y en a que c'est pas important pour eux autres, tu sais. Exact. Chaque personne est différente. Fait que, moi, si tu veux arrêter de souffrir dans la vie, il faut que tu arrêtes d'avoir des attentes. Puis deuxième des choses, OK, il faut que tu arrêtes de penser que le monde pense comme toi, puis agisse comme toi. C'est le monde, tu disais tantôt, là, un superviseur qui parle avec un employé, comment ça, il ne comprend pas? Ben, parce que, tu sais, il n'est pas la même personnalité que toi, il n'a pas la même expérience, il n'a pas le même vécu. Mais c'est à toi de bien communiquer et t'assurer que c'est compris. Tu sais. C'est la faute de qui quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas? C'est la faute aux deux, la personne qui reçoit le message, mais c'est surtout la faute aussi de la personne qui le dit. Là, tu sais. C'est une responsabilité bidirectionnelle, ça. On a tendance à apprendre. Il ne comprend pas, mais il ne comprend pas. C'est la faute à qui? Exactement. Écoute, on pourrait pousser plus loin parce que je suis en train justement de finaliser un PowerPoint pour la formation des formateurs. C'est pas long, ça dure 1 heure, mais j'ai mis les générations. J'ai trouvé ça avec les générations, les modes de communication, les modes d'apprentissage, parce que j'en ai qui ont 28 ans puis qui forment des gens qui en ont 55, puis j'en ai qui en ont 60 qui forment des gens qui en ont 24. Fait que tu comprends-tu qu'on a à se positionner? Et oui, la responsabilité est des deux, là, tu sais. Fait que c'est hey, écoute, Hugo, là, oui, il faut que j'y aille parce que j'ai j'ai ma formation. Hey, la là, semaine prochaine. Oui, bon voyage, la Colombie. T'embrasses Valérie pour moi. Amène-y des bonbons à l'érable, c'est important. Hein? La Québécoise a besoin de goûter à l'érable. Mets ça dans ton sac à dos. Puis, je n'oublierai pas. on se tient au courant. Puis, ben, merci, Hélène. On se reparle très bientôt. Fait qu'on gère nos émotions. On n'est pas sans émotions, mais on est capable d'absorber nos réactions. Super. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Hélène. Ouais, vous irez voir ça, OK? Puis souvent, c'est ChatGPT, là, vous pouvez poser des questions, puis vous allez avoir des belles réponses là, sur tout ce qui est stoïcisme. C'est vraiment super intéressant. Moi, souvent, c'est des choses qui nous permettent des fois, genre, de relativiser, de se calmer. On pense que c'est de la raison, mais tu sais,
sais, souvent, on a de la misère, puis là, je ne sais pas où je vais aller avec ça, mais on a de la difficulté. Il arrive quelque chose dans notre vie, puis là, on dit souvent, ben là, il ne faut pas trop que tu sois dans ton mental, dans ton ego, il faut que tu sois dans ton cœur. On a de la misère à savoir qu'est-ce qui est dans notre cœur, qu'est-ce qui est dans notre mental. Hein. C'est difficile souvent. Tu sais, souvent, quand c'est émotionnel, sentiment, c'est notre cœur. Puis quand que c'est genre plus, mettons, cartésien, c'est notre tête. Mais c'est pas tout le temps le cas, tu sais. Souvent, un sentiment qu'on ressent, on ressent de la colère, de la frustration, mais on va dire qu'on est dans notre cœur. Mais tu sais, souvent, ce sentiment-là apparaît. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est ton mental qui a interprété une perception, une situation, quelque chose avec un passé que tu as eu, une blessure, puis t'amène ce sentiment-là. Okay? Puis, dans le langage des oiseaux, vous savez que tous les mots ont une consonance, okay? Puis une signification beaucoup plus importante qu'on pense. Sentiment, c'est un senti. Tu sens quelque chose qui ment. Fait qu'exemple, ta conjointe te dit quelque chose le matin, ou ton conjoint, puis là, dans le fond, ça vient chercher une blessure d'abandon, de rejet, peu importe. Là, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas aimé, tu t'en rejeté, peu importe. Puis après ça, ben là tu n'es pas bien, tu as une mauvaise énergie, tu fais une craque à ta blonde, OK, avec une autre affaire. Ben, c'est-tu mental ou on est dans notre cœur? Je vous le dis, la majorité des sentiments, ce qu'on a à l'intérieur de nous autres, c'est notre mental, notre ego qui nous amène ça, puis c'est pas vrai. C'est des mensonges par rapport à une blessure, un personnage qu'on s'est créé, une perception d'une vérité extérieure qui ne nous appartient pas, tout simplement. Fait que la prochaine fois que vous allez sentir quelque chose à l'intérieur de vous, prenez un petit 2 minutes, là, réfléchir. OK, c'est quoi? Tu l'accueilles, tu le ressens. OK, ça m'appartient-tu? OK, pourquoi je me sens en colère? Pourquoi je me sens jaloux? Pourquoi je me sens heureux? OK, ben, l'autre côté, c'est un piège aussi. On est super bon quand il nous arrive quelque chose de négatif, d'aller un peu plus en introspection. Mais quand tout va bien dans notre vie, on est heureux, puis tout fonctionne, on est amoureux, puis tout ça, ben là, on ne se pose plus de questions. Mais aussi, notre mental nous envoie des choses qui est biaisé souvent. C'est ça qui est important. Et on poursuit, Hélène, c'était super intéressant ce qu'elle nous a dit. Bon, rapidement, j'ai eu plein de désabonnements cette semaine, depuis 3 semaines. J'ai envoyé une infolette. Si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, là, allez sur mon Linktree, là, ou je ne sais pas, je l'ai ici sur mon écran. C'est guide.hugodubé.ca. Inscrivez-vous, j'envoie une infolette par mois. Super intéressant, c'est comme aussi c'est super. J'ai des messages de gens qui adorent ça. Fait que je parle un peu de mes passions, puis qu'est-ce qui s'en vient pour moi ou qu'est-ce qui a été réalisé dans le mois. Puis là, j'ai parlé beaucoup de mon livre, le Codex des Lumières que j'ai lancé, de mon oracle, puis certains sujets un petit peu plus, mettons, spirituels. Tu sais, souvent, je vais parler de voyage, je vais parler un peu d'entrepreneuriat aussi, de spiritualité, bien sûr, de croissance personnelle. Là, c'était axé beaucoup plus mystérieux, mettons, plus spirituel, un peu ésotérique. Puis j'ai eu, là, je pense j'ai eu 45 désabonnements. Puis de personnes que je connais, de personnes que j'aime, là, puis là, c'est venu me chercher vraiment. Pourquoi ils sont désabonnés? Puis là, sur TikTok, c'est la même affaire. J'ai tendance à faire moins de vidéos récemment, depuis quelques mois. J'en pose un petit peu plus récemment, mais c'est des sujets un petit peu comme je parle avec vous présentement dans mes rendez-vous d'Hugo. Parce que, en tout cas, c'est ça qui me passionne présentement. Puis là, j'ai eu full de désabonnements sur TikTok. Bon, LinkedIn, ça n'a pas été le cas nécessairement. Puis là, je me suis dit, hey, wow, qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre? Puis là, j'étais beaucoup dans mes réflexions, dans l'introspection. Puis ça faisait mal. Là, j'ai essayé d'accueillir cette colère-là, cette frustration-là, cette peine-là. Là, je me suis rendu compte, OK, je pourrais écrire aux personnes puis les faire sentir cheap. Hey, Pauline, OK, pourquoi tu t'es désabonnée? On est amis. Bon, ça aurait changé quoi? Peut-être qu'elle a une perception, elle vit quelque chose dans son existence qui a dit qu'elle voulait se désabonner. Mais peut-être aussi que mon énergie change aussi. On attire ce qu'on est. Hein? Fait que si, par exemple, on change, notre énergie évolue, notre énergie devient plus lumineuse, ou peu importe, ou tes sujets changent, ou peu importe. Vous comprenez, à chaque fois qu'on change, qu'on évolue, la vie fait en sorte qu'il y a un ménage qui se fait. Fait que si tu prends le temps de regarder tes désabonnements, puis il faut que tu regardes aussi ceux qui s'abonnent, parce qu'il y en a qui s'abonnent aussi. Fait que
probablement que ça a été un flip énergétique qui s'est passé tout simplement. Des gens qui de mon ancienne énergie ne se retrouveraient plus dans cette énergie-là nouvelle, puis ils sont juste désabonnés tout simplement. Puis il y en a d'autres qui sont abonnés, puis dans le fond, ils sont plus en résonance avec mon énergie. Fait que quand il arrive quelque chose, puis c'est fun qu'on en parle avec Hélène, puis j'ai fait la balle au bon par la suite, quand il se passe quelque chose dans votre vie, quand vous ressentez quelque chose, c'est pas un hasard, c'est la vie qui vous envoie un signal, une situation, pour comprendre des choses dans votre existence. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on est sur notre pilote automatique, ça arrive, ping, pang, pong, OK, on joue ping-pong, puis on bombarde les gens OK, avec qu'est-ce qu'on a vécu. Au lieu de prendre ça, réfléchir, accueillir ça, puis faire des choix différents. C'est certain que si la vie t'envoie plein de situations, des personnes, des expériences, tu es toujours en train de reproduire toujours les mêmes choix par la suite, c'est certain que ton énergie ne changera pas, ta situation ne changera pas parce que tu fais toujours les mêmes choix. Aujourd'hui, prenez pour acquis que quand vous vivez quelque chose, prenez 2 minutes, réfléchissez, puis essayez de faire un choix différent. Vous allez voir qu'est-ce que ça va débloquer, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre existence. Ça va être génial, j'en suis convaincu. Bon, un autre sujet plus léger, bris d'équipement. Encore là, je ne crois pas au hasard. Cette saison, j'ai fait hivernale, j'ai fait vraiment beaucoup de sport. J'ai fait du ski hors piste, avec des pots de phoque. J'ai fait de la planche à neige. J'ai fait beaucoup, beaucoup de randonnées, de l'escalade. Puis là, la majorité de mes équipements, ma planche à neige a brisé, les fixations ont cassé, mes bottes de planche à neige ont brisé. Je les ai changées, je n'avais pas le choix, il était tellement magané les bottes. La planche, je l'ai étirée. Sur une fixation de planche à neige, il y a 2 straps par botte. Là, une qui a cassé. Je l'ai fait réparer, à recasser. C'était vraiment... C'était magané. J'ai acheté ça quand j'avais 18 ans, je pense, quand j'étais jeunesse, pour faire de la planche à neige quand j'étais adolescent. Puis bon, fait que je l'ai étiré quand même. Après ça, mes pantalons de neige ont brisé, mes crampons, là, je n'ai passé 2 sets cet hiver. Vous savez, quand on marche, ça prend des petits crampons, des micro-spikes. J'ai brisé ça. Puis là, je me suis dit, tabarouette, OK, qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Je ne l'ai pas encore trouvé nécessairement, mais il y a sûrement il n'y a pas de hasard là-dessus. C'est sûr que la planche à neige, j'ai étiré ça. Les pantalons de neige, OK, si je prends le temps de regarder, j'ai étiré ça. C'est le genre de pantalon qui ne me correspond pas nécessairement à tout ce que je fais. Je me suis dit, un jour, je vais acheter ça. Des fois, quand on est radin, peut-être aussi, radin dans une sphère de notre existence, peut-être des fois, la vie dit, Hugo, peut-être c'est le temps de te gâter, t'acheter une nouvelle planche à neige. T'en fais beaucoup, t'en fais quasiment une fois par semaine. Des randonnées, j'en fais quasiment à tous les jours, peut-être. Des fois, la vie nous envoie des signes. Et je ne sais pas. Fait que, dans votre vie, puis je parlais avec une cliente hier de coaching, puis je ne la nommerai pas, mais je ne sais pas si elle m'écoute, mais je te fais un petit clin d'œil. Elle avait plein de problèmes avec son laptop. Puis 2, 3 problèmes différents. Fait que là, je me suis dit, la vie te lance peut-être un signe. Peut-être que c'est le temps de changer de laptop. Tu travailles avec ça tous les jours. Je pense que la vie nous envoie ce qu'on a besoin vraiment pour pouvoir, nous envoie des signes, un guide. Je pense qu'il y a comme un manuel d'instruction à la vie qu'on ne connaît pas, bien entendu, sinon ce serait facile. Hein? Chez Ikea, quand tu achètes un meuble, puis tu bâtis ton meuble avec le guide, bon, là, vous allez me dire que le guide est mal fait, puis il est écrit en suédois, puis il manque des pièces peut-être. Là. Mais normalement, quand tu prends un Lego, puis tu suis le guide, théoriquement, tu construis le Lego, puis ça va bien à la fin. T'sais. Nous autres, dans la vie, on n'a pas ce guide-là. Mais je pense que la vie nous envoie des parties de guides à gauche et à droite. Puis si on prend le temps d'écouter, de regarder, la vie est plus douce, est plus simple, plus facile, plus légère. À vous de regarder ça avec vous. Je veux qu'on parle, moi, je crois vraiment que le monde est merveilleux. Je crois là, que, moi, je ne suis pas complotiste. Dans mon sac à dos de la vie, hein, parce que on choisit ce qu'on met dans notre sac à dos, puis ce qu'on met dans notre sac à dos, on le traîne toute notre vie. T'sais. Dans mon sac à dos de la vie, le mal n'existe pas. Tout le monde est bien. C'est sûr que dans le fond, peut-être que je fais confiance a priori avec tout le monde. Je suis prudent, je ne donne pas ma confiance rapidement, facilement, mais j'ai confiance par défaut. Je donne la chance aux coureurs avec tout le monde. Puis je crois vraiment que chaque être humain est bon, est lumineux, puis il est merveilleux. Moi, je crois vraiment que chaque personne sur la Terre est exceptionnelle. Puis même, vous allez dire, telle personne, tel gouvernement, je ne vais pas le nommer, là, c'est une crapule, c'est ça. Non, moi, je crois que tout le monde, individuellement,
est merveilleux, lumineux et magnifique. Le problème, OK, c'est pas nécessairement l'individu. Tu sais, je crois que tu es une bonne personne. Mais c'est en collectivité que c'est là que parfois ça se gâte. Parce que vous le savez, tu sais, si tu es ermite au fin fond de l'Alaska, puis tu parles à personne, c'est sûr que dans le fond, il n'y aura pas de conflit avec des gens. Qu'est-ce qui est, puis ça, c'est probablement que tu vas être très connecté à l'univers, parce que dans le fond, il y a juste toi avec toi-même, tu passes du temps, puis tu sais, il n'y aura pas de conflit. Tu comprends? Tu ne seras pas au courant de rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Fait que, tu sais, même si tu peux t'ennuyer, puis qu'il y a plein de choses que tu n'as pas dans ton existence, tu comprends qu'il y a plein de choses que tu ne vivras pas, comme des conflits avec des êtres humains. Puis, bon, l'affaire, c'est que quand on se met en collectivité, c'est là que, dans le fond, la vie nous envoie des expériences, des gens, des situations qui font en sorte que là, effectivement, ça se gâte. Fait que, tu sais, moi, je crois que l'être humain, ce n'est pas le problème. Je pense que c'est le système qui est le problème. C'est la collectivité qui est le problème. Fait que, tu sais, je crois que si on veut régler la majorité des conflits, des enjeux qu'on a, c'est regarder comment on veut avoir ce système-là, cette méthode de fonctionnement-là collective, comment on veut que ça fonctionne. Oui, il faut travailler sur l'humain, puis il faut enseigner ça aux enfants, tu sais, à la base. T'sais. On apprend plein de choses à l'école, on apprend les mathématiques, on apprend le français, mais on apprend toutes des choses dans le faire, toutes des choses dans le mental, mais très peu dans le savoir-faire, le savoir-être. Pas savoir-faire, savoir-être. Ils ne nous montrent pas comment vivre une séparation amoureuse. Ils ne nous montrent pas comment être empathique, comment être généreuse, comment être dans la compassion. Toutes ces choses-là ne sont pas enseignées. Puis clairement, les parents se déresponsabilisent de tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas évident d'avoir aussi une conversation avec nos enfants et de dire « Hey, il faut que tu sois dans la compassion. » Fait que bref, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je crois que dans le fond, on doit choisir ce qu'on veut comme société, comme méthode de fonctionnement collectif, puis demander à nos gouvernements, ils viennent cogner à nos portes, là, les députés, il va y avoir des élections bientôt probablement, là, je ne suis pas ça nécessairement, de le demander. Moi, tu vois mon vote, là, si, par exemple, on fait telle affaire. Puis on a un pouvoir, je n'ai parlé plusieurs fois dans mes rendez-vous d'Hugo, on a un pouvoir plus important qu'on croit, c'est le vote. T'sais, si tu votes pour quelqu'un, ben, c'est un pouvoir, ça. Puis si tu ne votes pas, c'est aussi un pouvoir. Fait que si on veut une société comme on mérite, une société comme on veut réellement, ben, il faut le demander. C'est ce pouvoir-là qu'on a qu'il faut arrêter de donner aux gens. Il faut arrêter de subir les décisions des autres, puis demander ce qu'on veut, parce que clairement, je suis convaincu que la majorité qui m'écoute présentement ne veulent pas se lancer en politique, puis je vous comprends, c'est un don de soi, mais on peut demander quand même à ces gens-là, voir qu'est-ce qu'on veut, puis on a ce pouvoir-là si on est capable de se réunir ensemble, puis collectivement, on dit maintenant, c'est assez, maintenant on veut ça. T'sais. Arrêtez de chialer là, sur les décisions après coup, mais demander ce qu'on veut. T'sais. Puis s'ils ne le font pas, ben, la conséquence, c'est quoi? On va arrêter de voter. T'sais, c'est ça, le pays appartient au peuple, appartient pas aux politiciens ni aux fonctionnaires. On a ce pouvoir-là, il faut se le rapatrier tout simplement. Et je poursuis. Beaucoup de monde qui m'écoute présentement. Si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez que je parle, gênez-vous pas, vous pouvez écrire, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas tout le temps assidu dans la lecture des commentaires, par exemple, en temps réel, mais je les écoute souvent, je les lis après, c'est sûr et certain. Je veux qu'on parle, j'ai fait depuis quelques temps, quelques épisodes, je parle toujours d'organisations mystérieuses ou de trucs un petit peu plus, mettons, des légendes. Puis, bon, j'ai parlé des Templiers, on a parlé un peu de la franc-maçonnerie avec Hélène l'autre fois, on a parlé des Cathars aussi. Là, cette fois-ci, je veux vous parler de Rennes-le-Château. C'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Moi, ça faisait des années, puis je vais vous expliquer la légende, puis qu'est-ce qui s'est passé réellement aussi. En tout cas, du moins, les faits qui sont écrits dans l'histoire, mais je vais vous parler aussi de mon interprétation de tout ça. Rennes-le-Château, c'est simple, c'est une municipalité dans le sud de la France. Vous le savez, cet été, je suis allé faire Compostelle. Après ça, je suis allé au Portugal et je suis allé dans le sud de la France. Oui, voir les pays cathares, voir ces fameuses légendes-là. Mais aussi, je suis allé à Rennes-le-Château. C'est une municipalité, un petit village perdu dans le sud de la France. Tapez ça sur Google Maps, vous allez avoir plein d'informations où c'est situé. Tapez ça sur ChatGPT, ils vont renchérir là-dessus. Rennes-le-Château, je suis allé là cet été. Puis, beaucoup de légendes sur Rennes-le-Château. Moi, ça faisait des années que je regardais des reportages là-dessus.
Bon, il y a beaucoup de légendes. Si vous avez déjà écouté le Da Vinci Code de Dan Brown, il en parle plus ou moins nécessairement là-dedans, mais ça rentre dans ce genre de légende-là. Fait que dans le fond, c'est simple. C'est une petite municipalité du sud de la France. Ça a été connu principalement par l'abbé Saunière. Là, on parle, je regarde mes notes, là, on parle, lui a été prêtre en 1885 là-bas. Puis ce prêtre-là, il a été connu parce qu'il est devenu pratiquement millionnaire pour l'époque. Là, souvent, il y a des articles dans le journal qui disaient le prêtre qui est devenu millionnaire. C'est pas milliardaire. Vous comprenez qu'une pièce à l'époque, ça vaut plus cher qu'aujourd'hui. Puis, dans le fond, il devient prêtre là, puis bon, très mystérieux ce prêtre-là. C'est un prêtre un petit peu plus non conventionnel. Puis, l'église est à l'abandon. C'est un ancien village wisigoth en plus. Les peuples qui étaient là avant, pratiquement pendant l'époque des Romains. Bon, bref, il commence la rénovation de l'église, puis là, avec des ouvriers, puis là, il se rend compte, en dessous de l'autel, l'autel, là, c'est où que le prêtre, là, il y a comme un bloc, là, comme une table là, devant dans une église. Il soulève ça, il creuse un peu pour rénover, puis il trouve une stèle avec deux chevaliers sur une monture, un cheval. Puis là, il commence à creuser. Puis là, cette stèle-là est disponible présentement. On peut la voir dans le musée de Rennes-le-Château. Puis en fin de compte, il trouve des documents secrets dans une poutre ou peu importe. Là. Puis là, il renvoie les ouvriers. Puis là, c'est là que le mystère commence. Bon, est-ce qu'il a trouvé de l'or? Est-ce qu'il a trouvé des secrets cachés? On en parle tantôt. Mais ce prêtre-là devient millionnaire, commence à rénover l'église de façon vraiment gigantesque. Ce n'est pas nécessairement gigantesque en termes de grosseur d'église, mais c'est vraiment une église qui devient vraiment de luxe. Là, il rénove partout les affaires. Puis, il la rénove de façon un peu bizarre. Il y a une tête de mort quand tu rentres dans l'église en haut. Un peu comme les pirates. Là, vous savez que le drapeau pirate, là, c'est une tête de mort avec deux tibias ou deux fémurs là, qui croisent la tête. On a vu cette image-là dans plusieurs films ou dans plusieurs contes à gauche et à droite. Mais bref, il y a ça en haut de l'église. En passant, ce signe-là, on dit que c'est des pirates, mais dans plusieurs légendes, c'est attribué des fois même à la franc-maçonnerie, même aux Templiers, là, ce signe-là de pirate. Mais c'est bizarre, c'est là. Tu rentres, c'est pas Jésus qui t'accueille, c'est Asmodée qui est un démon. Il y a un démon. Tu rentres, là, il y a une grosse statue de démon rouge, là, avec comme un démon, comme on voit, avec une queue pointue, là. Fait que, particulier quand même. Puis dans l'église, il y a plein de choses bizarres. Ça s'appelle l'église Sainte-Marie-Madeleine en plus. Marie-Madeleine, les légendes de Da Vinci Code que vous connaissez, qui serait l'épouse de Jésus, blablabla. Encore très mystérieux. Il n'y a pas de crucifix là. Tu ne vois pas Jésus en sang dans un crucifix comme la majorité des églises. Tu vois bizarrement une femme avec un bébé, comme Marie et Jésus dans ses bras. Ça, c'est particulier, ça. Hein? C'est rare qu'on donne dans plusieurs cultures, de religions, que la mère du prophète ou de Dieu, dans ce cas-là, c'est Marie, autant d'importance. Tu regardes dans d'autres, Bouddha, là, sa mère, on ne sait pas c'est qui. Là, Mahomet, sa mère, on ne sait pas c'est qui. Là. Même, c'est à naissance, était vierge, théoriquement. En tout cas, bref, vous comprenez le principe. Plusieurs légendes disent que c'est Marie-Madeleine et sa fille, la fille de Jésus. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est particulier. Il y a plein de saints. Des saints comme Saint-Antoine de Padoue qui sont avec des statues. Il n'y a pas de statue de Jésus, mais il y a une statue de Saint-Antoine de Padoue qui est bizarrement attribuée quand tu perds quelque chose. Hein? Perdre quelque chose. En tout cas, peut-être que si vous voyez une statue de Saint-Antoine de Padoue à quelque part, posez-vous la question, qu'est-ce que tu as perdu ou qu'est-ce que tu cherches ou qu'est-ce qu'il y a peut-être à quelque part. En tout cas, très mystérieux. Je poursuis avec mes petites notes. Il rénove l'église, elle devient full de luxe, mais il construit d'autres choses aussi. Il se fait une villa vraiment super belle pour accueillir des gens théoriquement, mais c'est vraiment une villa de luxe, contrairement à tout ce que le village a présentement. Une tour ici qui s'appelle Magdala, qui est Madeleine, une belle tour qui n'a aucun rapport là. Bref, pour un prêtre qui n'a pas le moyen pour une petite municipalité, c'est impossible qu'il puisse construire ça et rénover tout ça. Beaucoup de personnes se posent des questions. Il fait des fouilles aussi dans le cimetière avec sa servante. On ne sait pas ce qu'il fait. Il s'en va régulièrement partout en France, à l'extérieur. Il y en a même qui disent qu'ils sont allés en Autriche, qu'il y avait comme un empire
l'Empire austro-hongrois, les Habsbourg qui étaient là. Plusieurs pensent que c'est eux autres qui finançaient ces fouilles-là, ces rénovations-là. Peu importe, on ne le saura jamais probablement. Est-ce qu'ils partaient faire d'autres fouilles? Ah, peut-être aussi. Bref, je suis en train de lire mes notes là-dessus. Puis là, plusieurs pensent qu'ils auraient trouvé soit un trésor des Visigoths, qui était caché dans l'Église. C'était vraiment connu à l'époque. Certains peuples cachaient leurs trésors dans les églises. Peut-être des gens disent qu'ils ont trouvé les trésors ou les secrets des Templiers. Il y en a qui disent peut-être qu'il a trouvé la preuve la lignée de Jésus, que Jésus aurait peut-être même été là, ou Marie-Madeleine, ou peu importe. On ne le saura jamais. Bref, il était millionnaire, ce prêtre-là. Puis quand il est mort en 1917. C'est assez récent quand même, là. Le prêtre qui est venu faire sa confession, je ne sais pas trop, les derniers sacrements, là, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas trop quoi, avant de mourir. Ce prêtre-là était super joyeux, super avec les gens, il communiquait. Puis après avoir fait les derniers sacrements à l'abbé Saunière, il a complètement changé, il était rendu un petit peu colérique, il était vraiment solitaire, il a changé bout pour bout, on ne sait pas pourquoi, il n'a jamais voulu dire qu'est-ce que l'abbé Saunière a fait. Sa servante a tout hérité, elle aussi était dans le silence, on ne saura jamais, elle est décédée bien entendu. Puis le genre de mystère qu'il a fait aussi, ce prêtre-là, plus des légendes. Il aurait financé une maquette, je regarde là, une belle maquette pour la catéchèse, pour montrer aux enfants un peu Jérusalem, où Jésus est né, où il est mort. Il est né à Nazareth, théoriquement, à Bethléem. Tout ça, il a fait ça, une belle maquette, puis il est mort entre-temps. Fait que, dans le fond, la compagnie qui a réalisé la maquette pour, comme je disais, éduquer les enfants, est venue plusieurs années après pour dire, je fais quoi avec? Je la jette aux poubelles? Fait que là, bref, il y a des chercheurs qui ont trouvé cette maquette-là. Puis là, elle est super belle, mais quand tu la regardes, il y a des incohérences là-dedans sur la vraie réalité de tout ce Jérusalem, Bethléem et compagnie. Quand tu la tournes à l'envers de cette maquette-là, là, il y a des choses particulières que tu peux observer. C'est comme un peu le territoire de Rennes-le-Château, Périlos, Rennes-les-Bains, puis tout ça, c'est vraiment la topologie puis la carte de cette région-là. Puis, où tu vois le tombeau du Christ sur le côté qui est comme normal, le côté qui est comme régulier, là, le côté où que les enfants peuvent voir comment ça être éduqués sur la vie de Jésus. Quand tu le tournes de l'autre côté, le tombeau de Jésus, il y a comme une cavité bizarre là, qui serait dans le coin de Périlos, en France, un village qui est complètement abandonné théoriquement, que je suis allé cet été. Fait que plusieurs pensent que dans ce village-là, le tombeau de Jésus serait là. Beaucoup de légendes. Vous le savez, je n'ai parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Même Napoléon, Bonaparte, quand il a pris le pouvoir, il a tout cartographié, toute la France. Mais dans le coin de Périlos, c'était marqué « Nowhere ». C'est marqué genre, il n'y a rien qui se passe là, il n'y a rien qui a été cartographié, comme s'il y avait quelque chose de caché dans ce coin-là. On ne le saura jamais. Bref, est-ce que c'est ça que l'abbé Saunière voulait laisser comme héritage? Le tombeau de Jésus, Marie-Madeleine, la lignée, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, peut-être on va le savoir, mais je veux dire, ça me surprendrait de notre vivant, tout simplement. Fait que, dans le fond, j'ai encore mon billet, si vous regardez les gens qui sont en direct et qui ont accès à la vidéo. Fait que j'ai mon billet pour aller visiter ça. C'est vraiment formidable. Un petit village, c'est beau. Il y a des beaux petits restaurants. Fait que même si vous n'aimez pas les mystères, c'est vraiment super intéressant. Puis autour de Rennes-le-Château, c'est proche de Montségur. Je n'ai parlé avec les Cathares. Il y a plein de forteresses. Il y a plein de choses à faire. Fait que si vous voulez vous taper un magnifique voyage en France, allez dans le sud de la France. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères. J'espère que vous aimez ces petites légendes-là. Encore là, utilisez toujours votre discernement. Moi, ce que je dis, là, c'est un mélange de faits historiques, de trucs que j'ai visités, interprétations, mais quand même, utilisez toujours votre discernement. Puis, tu sais, ça ne change rien. Même si Jésus, il n'est pas mort sous la croix puis il serait mort en France, ou Marie-Madeleine a eu un enfant de Jésus, ça ne change absolument rien sur la réalité que vous avez présentement. Vous allez avoir les mêmes blessures, les mêmes personnages. L'évolution, ne passe pas par une vérité comme ça, que la Terre soit ronde, la Terre soit plate. Ça ne changera pas comment vous allez vous sentir, comment vous allez être demain, tout simplement.
Fait que ces choses-là, c'est le fun, OK, à regarder, à parler, mais ça ne change absolument rien. Parce que la vraie quête, OK, de croissance et d'évolution n'est pas dans ces genres de choses-là, et ni dans tout ce qui est extérieur, mais est à l'intérieur de vous, tout simplement. On poursuit, ça va super vite. Je pars en Colombie, comme je vous ai dit samedi. Puis je veux qu'on parle un peu. On part toujours d'une façon en voyage. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard si tu vas dans un pays. Si, exemple, tu choisis d'aller en Turquie, c'est cool, la nourriture est bonne, OK, il y a des trucs un peu de la romantique, l'Empire byzantin, les musulmans avec les Ottomans, OK. Mais pose-toi la question, va plus loin un petit peu. Je suis convaincu. Puis si t'es comme moi, un petit peu, OK, t'aimes ça gratter, t'aimes ça un petit peu parler des médiums des fois, faites l'exercice, tu sais. Comme là, moi, à chaque fois que je pars en voyage, comme demain, je rencontre une médium, OK, pour jaser. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas le temps d'aller voir Santa Barbara, Les Feux de l'amour, puis Virginie, puis écouter les nouvelles. Ça, c'est la vie des autres. Moi, je mets mon énergie dans ma propre vie, OK, puis c'est là qui est formidable, puis c'est intéressant. Puis, c'est ça. Moi, je mets mon énergie là-dessus. Fait que des fois, genre, tu vois une place, tu as des pistes, OK, de quelque chose qui est plus grand que genre juste aller visiter la Colombie, le Costa Rica, puis tout ça. Peut-être que tu as déjà vécu dans une vie antérieure, si tu crois à ça, dans ce genre de pays-là, peut-être, qui sait, hein? Puis là, je ne vais pas te faire peur avec des trucs ésotériques à 2 balles, mais peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que tu pars toujours d'une façon, c'est-à-dire que ton énergie aujourd'hui, OK, est X. Puis quand tu reviens du voyage, parce que le voyage est très transformateur, que tu sois dans la conscience, que tu sois OK, éveillé ou que tu sois complètement OK, dans ton ego, l'énergie du voyage, les gens, les situations que tu vas vivre, les fameux imprévus, sortir de ta zone de confort parce que tu n'es pas chez vous dans tes vieilles pantoufles, bien quand même, tu vas grandir et avoir une évolution par rapport à ça. C'est ça qui est merveilleux. Fait que je suis toujours content de voir comment je vais revenir. Puis si tu veux vraiment, OK, savoir comment tu vas revenir, bien c'est le fun de prendre un petit cahier de notes et écrire des choses. Bien, comment je me sens présentement, comment je me sens dans le voyage, comment tu te sens par la suite. Puis là, après ça, bien, si tu es capable de faire des belles corrélations, bien, c'est là que genre, tu peux voir vraiment ton évolution. Puis quand tu es capable de mesurer tout ça, je pense que c'est Peter Drucker qui dit ça, ce que tu es capable de mesurer, là, c'est sûr que tu vas me dire je suis dans mon mental en disant ça, mais ce que tu es capable de mesurer, bien, ça s'améliore. Si tu dis mon intention dans mon voyage, c'est ça, 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 puis tout au long du voyage, tu lis tes notes, tu es capable de mesurer tout ça, mais après ça, bien, tu t'améliores. Tu t'améliores comme individu, comme personne. Puis quand on s'améliore comme personne, bien, tu le sais, on améliore les autres par la bande, tout simplement. Je vais vous parler du bien-être numérique. Je n'ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux cette semaine. J'ai fait un post là-dessus qui a été très mal compris. Vous savez, sur les réseaux sociaux, si tu veux lire, si tu veux avoir du succès, excusez-moi, dans une publication, il faut que tu sois punch. Il faut que tu aies ton titre, parce que les gens lisent juste les 10 premières lignes, okay, les 10 premiers mots quasiment, les 10 premiers mots de ta publication. Fait que si c'est pas punch, c'est pas percutant, c'est pas ci, c'est pas ça, bien, oublie ça, les gens vont passer à autre chose. On est comme ça aujourd'hui, hein? L'air, okay, on est superficiel dans tout ce qu'on fait, on est pressé, on est rapide. Fait que, bref, j'ai mis un titre un peu percutant. C'est fini les réseaux sociaux. Fait que là, il a super fonctionné, j'ai eu plein de commentaires. Je me suis rendu compte que les gens ne lisent pas parce que là, tu sais, ma mère m'a appelé quasiment en disant « Hey, Hugo, on ne se parlera plus sur Facebook. » C'est pas ça que je disais. Ce que je disais, c'est que c'est simple, c'est que j'ai mis dans l'application que j'ai sur mon téléphone, moi, c'est un Android, mais je suis sûr qu'Apple, il y a la même chose. Tu peux activer le bien-être numérique, puis là, tu vois le nombre de minutes, d'heures que tu passes dans chacune des applications. Tu peux regrouper des groupes comme les réseaux sociaux, bien entendu. Et là, tu peux mettre un minuteur, puis tu peux même dire, OK, bien, je bloque les réseaux sociaux immédiatement, OK, quand, mettons, le 2 heures que tu as mis comme minuteur est dépassé. Puis j'ai fait ça depuis 2 semaines. J'ai mis 2 heures au début. Là, aujourd'hui, là, je ne me souviens plus depuis quand, mais j'ai mis 1 heure. 1 heure de réseaux sociaux, OK, par jour. Puis j'essaie de ne pas y aller sur mon laptop parce que c'est Windows. Là. Je pourrais faire cette démarche-là quand même, mais je ne le fais pas. Puis je me suis rendu compte, quand j'ai mis 2 heures au début, des fois, il était 9 h, 10 h le matin. Je me lève très tôt, bien entendu, mais je ne vais pas nécessairement sur les réseaux sociaux avant 6 h le matin. En tout cas, j'essaye, parce que j'essaie d'être dans mon bien-être pendant cette période-là. Je me suis rendu compte, des fois, à 9 h, 10 h, j'avais déjà franchi, OK, 2 heures. C'est grave. Puis là, je parle regrouper tous les réseaux sociaux, LinkedIn, WhatsApp, tout ça, là, Instagram, TikTok. Fait que j'ai trouvé ça grave. À 10 h le matin, tu as déjà passé le minuteur que tu t'avais mis. Fait que c'est lourd en signification. Puis pendant que tu fais ça, ben là, tu ne mets pas ton énergie dans ton évolution, dans les choses qui sont importantes. Puis je me rends compte, quand tu regardes un peu, j'ai pris le temps là, cette semaine. J'étais sur TikTok, puis je scrollais, là, puis la majorité des vidéos qui passent, même si je les regarde de 10 secondes, c'est toutes des choses qui n'ont aucun impact, puis qui ne me fait pas
lever up, OK, mon existence. Ça ne sert à rien. Puis là, j'ai commencé, à chaque fois que ça ne m'intéresse pas ou que c'est une distraction, je mets ne pas intéresser, ne pas intéresser. Puis je me suis rendu compte que 99% des publications que je vois, même sur Facebook, même sur Instagram, ça ne sert à rien. Tu vois une belle fille, ça ne sert à rien. Tu vois, par exemple, OK, je veux dire, quelqu'un qui du hockey, ça ne sert à rien. Puis j'ai tout fait ça. OK, là, il me reste de la randonnée et des petits chiens, là, parce que j'adore les chiens. Mais en réalité, là, une fois que tu as fait ça, tu vois là-dessus, puis il n'y a plus rien d'intéressant. Fait que l'enjeu, c'est reprendre quelque chose, prendre ce temps-là, puis faire quelque chose d'intéressant. Puis c'est là, quand tu t'enlèves toutes ces distractions-là, que ce soit les réseaux sociaux, aller prendre de l'alcool, peu importe, là, toutes ces choses-là. Après ça, qu'est-ce que ça fait, l'impact que ça a dans ta vie, c'est que tu as du temps. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps-là? Puis ce temps-là, au début, si tu ne sais pas quoi faire, c'est déstabilisant parce qu'il faut que tu retrouves une façon de vivre pour combler ce temps-là. C'est à vous maintenant de le trouver. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous des passions. À place d'aller sur Facebook, à place d'aller sur TikTok, même, là, tu vas me dire, ouais, Hugo, moi, le hockey, j'aime ça. Ouais, mais à place de, va donc jouer au hockey. Hein, à place de regarder la vie des autres, comme j'ai dit tantôt, on passe trop notre temps à vivre la vie des autres. Passez du temps pour vivre votre propre vie, tout simplement. Et on poursuit, le temps file. Puis, il faut que je fasse mon tirage. Les gens commencent à se déconnecter aussi. Je veux qu'on parle un peu d'achat local. Moi, je vous ai parlé, ça fait plusieurs fois, je ne crois pas à l'achat local comme les gens veulent ou qui font la promotion présentement. On essaye de culpabiliser l'acheteur au lieu de trouver le vrai enjeu en arrière de chaque chose. Puis, on prend comme Amazon. Il y a tellement de belles facilités sur Amazon que, on ne peut pas juste miser sur « Hey, si vous n'achetez pas local, on va fermer, puis dans le fond, le Québec va faire faillite. » Ça ne marche plus, ça. Arrêtez de faire sentir coupables les gens, puis trouver des solutions permanentes aux vrais enjeux. Puis souvent, c'est des fonctionnalités sur ces plateformes-là. C'est simple, c'est facile, c'est regroupé. On est capable collectivement de trouver des solutions là-dessus. C'est pas là que je vais en parler. Mais là, j'essaye. Vraiment, je pars en voyage, il me manquait des choses. J'essaye d'aller dans les commerces locaux. Mais là, c'est un message que je lance à nous, des boutiques québécoises, là, il faut vous nous aider. Il faut vous nous aider, là, parce que là, sérieusement, là, vous êtes, puis pas, je suis dans le jugement en disant ça, vous êtes souvent nuls. Nul, puis nul. Je donne un exemple concret. Bon, je vois une place, il fallait que je m'achète des sandales. Je vois une place, dans mon patelin. J'ai trouvé nulle part qu'il y avait des sandales comme je voulais de ma grandeur. Qu'est-ce que je fasse, là? Je demande au gars, je dis, peux-tu en commander? Non. Bon, OK. Bon. Je vais sur le site de la même compagnie, Liaison. OK. C'est une chaîne, bien entendu, là. OK. Je les commande là. Puis, je les commande là. Je ne reçois même pas de notification. Oui, la commande a été acceptée. Pas de notification de shipping. Là, j'écris au gars 2 semaines après. Là. J'écris à la compagnie 2 semaines après. Ah, ouais, là, il ship ça. Là, il passe par Post Canada. Puis c'est à partir de Winnipeg. Puis là, ça fait 1 semaine, puis c'est encore dans le coin de Toronto. Fait que là, ça m'a pris 3 semaines pour acheter des sandales. Quand je vais sur Amazon, les mêmes sandales, avec Prime, je les ai le lendemain. Vendues encore par la même compagnie. C'est la boutique de la même compagnie. Quand je parle au gars, je parle à la personne, il dit « Ah ouais, je ship 1 fois par mois. » Voyons donc. Tu as une boutique, tu vends en ligne, tu es local, tu ships 1 fois par mois, mais quand tu vends sur Amazon, tu ships le lendemain. Pourquoi? Ah, Amazon m'oblige que je ship ça tous les jours. OK, puis moi, je pense que c'est important. Non, ce que je veux en venir, là, vous devez nous aider, les commerçants, les boutiques locaux. Vous devez nous aider sérieusement parce que là, tu sais, j'essaye, mais là, il y a trop de choses, là. Vous devez être équivalent à ce qu'il y a dans le monde. C'est simple. Là. Surtout si ta propre boutique en ligne sur Amazon, t'es mieux, comment tu veux, puis tu me fais sentir coupable quand j'achète sur Amazon. Aidez-nous, là, tout simplement. Là. J'essaie. Là, c'est un message constructif pour vous aider. Parce que je suis le premier à vouloir vous encourager, parce que je suis le premier à comprendre que, dans le fond, c'est important de faire circuler l'économie, mais vous devez nous aider là-dessus. On passe à un dernier sujet, puis après ça, je vous libère, je vais faire mon ressenti.
l'autre sujet que je vais vous parler, c'est difficile d'écouter. La majorité du temps, quand tu parles, les gens n'écoutent pas. Mais quand tu parles, OK, ça va vite, OK, tu ne prends pas le temps nécessairement de réfléchir dans le feu de l'action que ta communication se fait. Tu sais très bien que les gens n'écoutent pas parce que, dans le fond, ils sont en train de préparer leur prochaine réponse par rapport à ce que tu as mentionné. C'est un classique, j'en parle régulièrement. Je suis le premier des fois à le faire aussi. Mais dans les publications, je l'ai parlé tantôt, c'est fini les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas pris le temps de lire au complet. Puis là, les gens ils ont commenté des choses qui n'avaient même pas rapport avec le sujet que je voulais dire. Une autre publication que j'ai faite cette semaine, j'ai écrit « Je cherche encore une maudite facture ». Parce que dans le fond, on reçoit plein de factures de Netflix. Puis là, souvent, ma comptable a dit « Hugo, elles sont où les factures? » Puis là, des fois, je ne les reçois pas par courriel. Des fois, il faut que je me connecte sur la plateforme. C'est le bordel. Je dis ça de même, OK, pour rigoler, faire bouger les choses. Puis j'ai un texte super intéressant là-dedans. Puis là, je me rends compte que le monde commande, surtout sur LinkedIn. Là. Des fois, vous cherchez juste des vues peut-être, OK, ou faire actionner l'algorithme, OK, pour pouvoir que vos propres publications fonctionnent. Là, il me suggérait des « Hey, fais une règle dans Outlook. » Il n'avait pas lu par tout mon message. Fait que je me suis rendu compte que les gens, non seulement n'écoutent pas, mais ne lisent pas aussi. Fait que quand vous vous impliquez dans une conversation verbale, c'est un choix. Tu peux dire non, je ne veux rien savoir, mais quand tu acceptes une communication, prends le temps d'écouter, puis peut-être même que l'autre ne veut même pas que tu répondes, il veut juste que tu écoutes, il veut juste partager quelque chose, libérer quelque chose. Puis quand là, tu prends le temps, tu fais un accord pour lire quelque chose, bien, lis-le au complet, puis essaie donc de comprendre ce que l'autre personne veut dire dans cette publication-là, dans ce message-là, au lieu de toi prendre ta perception, puis dire « Ah, c'est ça que je perçois, puis c'est ça que je vais écrire. » Ça ne marche pas de même, la vie, malheureusement. Fait que je trouve ça un petit peu plate, mais je pense qu'on devrait s'améliorer collectivement là-dedans. Ça réglerait peut-être plusieurs enjeux. Hey, on est rendu, OK, au tirage de cartes qui est super attendu. Là, je vais prendre les cartes de mon tarot zen de Osho. Comme je fonctionne, c'est la première fois que tu fais mes ressentis ou tu écoutes mes ressentis. C'est simple, je tire 3 cartes avec ce tarot-là, le tarot zen de Osho. Je l'adore parce qu'il y a des belles cartes, puis il y a des cartes qui sont belles, puis il y a des cartes qui sont un petit peu plus, la terminologie est plus pas négative, j'aime pas ce terme-là, mais elle fait plus réagir. Exemple, tu peux avoir la carte, par exemple, mettons, je sais pas, je vais prendre un exemple, là, la carte de la culpabilité. Fait que, c'est pas positif, mais quand tu as cette carte-là, ben, ça peut faire réagir quelque chose, faire un changement en toi plus facilement. Quand tu as toujours des belles cartes, ben, c'est facile de dire « Ah, je vais avoir une belle journée ». Mais quand tu reçois la carte de la culpabilité comme énergie du moment, ben, tu prends le temps de réfléchir un petit peu plus. Et je vais tirer 3 cartes avec ce tarot-là. La première, c'est l'énergie que tu vas avoir aujourd'hui. Excuse-moi, c'est l'énergie que tu as présentement. Là, à ce moment que tu m'écoutes, puis si tu es en rediffusion, ça peut être aussi bon. La première carte, c'est l'énergie que tu as présentement. La deuxième carte, c'est l'énergie que tu vas avoir à la fin de la journée. Le cadeau que l'univers veut t'offrir aujourd'hui. C'est le fun, les beaux cadeaux, parce que l'univers est là. Puis un cadeau, là, ce n'est pas un cadeau nécessairement pour ton humain. Là. Tu ne rencontreras pas nécessairement l'amour de ta vie aujourd'hui. Là. C'est un cadeau pour ton évolution, pour te faire grandir, évoluer. Et dans le tarot, ce n'est pas le tarot, c'est l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, une Québécoise. C'est des anges et des archanges. C'est quel est ton thème de la journée, ton guide qui va t'accompagner. Il y a une belle carte qui est sortie, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Et dernièrement, la carte, les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut t'offrir? Non, pas t'offrir. Qu'est-ce que l'univers a comme message, comme conseil pour toi? Fait qu'on y va rapidement, parce que je ne veux pas te libérer trop tard. La première carte si tu te rappelles, c'est l'énergie que tu as en ce moment. Fait que c'est l'expérience de l'existence. Une magnifique carte. Ça se trouve avec le chiffre 3. Fait que des fois, ceux qui aiment la numérologie, ça peut être intéressant pour vous. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ton énergie là, que tu as, c'est simple. C'est une carte que j'adore aussi. C'est que tu as le goût. Ton énergie, ton âme veut que tu goûtes à la vie, tout simplement. Arrête de te casser la tête. Là. La vie va t'envoyer plein d'expériences aujourd'hui, plein de situations, plein de personnes. Prends le temps de vivre ces moments-là en conscience, tout simplement. On voit une personne qui touche l'arbre. On marche en forêt, on ne touche pas aux arbres. On ne sent pas les odeurs tant que ça. On ne prend pas le temps. Aujourd'hui, prends le temps de vivre tous les éléments, toutes les choses que la vie t'amène sur ton chemin. Tu vas voir, ça va être super intéressant. L'énergie à la fin de la journée, la douleur. Wow! Le chiffre, c'est 9. C'est simple. Je prends le temps de réfléchir.
de vivre, OK, que c'est la carte qui émane en moi. Tu vas vivre, OK, l'expérience aujourd'hui. Tu vas enlever tes barrières, tu vas être à l'écoute, tu vas être conscient de tout ce qui t'arrive. Puis là, il y a quelque chose qui va se matérialiser en fin de la journée. Tu vas sentir comme un vide. Tu vas sentir quelque chose comme si, tu sais, tu es habitué de vivre d'une façon rapidement, sur le pilote automatique, sans trop te poser de questions dans ton mental, dans ton ego. Là, en goûtant à l'expérience, ben là, tu vas percevoir, puis tu vas vivre toutes ces expériences-là complètement différentes. Puis tu vas avoir un vide en fin de la journée. Tu vas te sentir comme, pas comme d'habitude. Puis là, ce vide-là, ben, ça va se rapprocher un petit peu plus à de la paix. Tu vas être en paix. Mais la paix, c'est quoi? C'est pas que tu es super excité puis que tu es super heureux. Puis la paix, c'est quoi? C'est pas nécessairement que tu es super triste, OK, puis tu es en colère puis tu es fâché. La paix, c'est qu'il se passe absolument rien. Puis là, ce que tu as appris depuis plusieurs années, c'est quand il y a un vide, ben, quand tu es dans cet état-là, c'est qu'il manque quelque chose. Fait que toi, tu es à la recherche de quelque chose, mais en réalité, c'est la paix que tu as. Fait que oui, tu vas sentir de la douleur, mais quand ça va se manifester dans ton énergie en fin de journée, dis-toi que tu as réussi. Tu es en paix. Fait que vous comprenez, des fois, la carte est un petit peu négative, mais on peut la ramener toujours d'une belle façon. Le cadeau que l'univers veut t'amener, c'est la participation. C'est beau, c'est une belle carte. Le chiffre, c'est 4. Par ton énergie qui est super belle ce matin, tu vas goûter à l'expérience consciemment. Puis là, tu vas participer à cette fameuse collectivité-là. Tu sais, on parlait tantôt, hein, on peut créer le monde qu'on veut collectivement, mais tu vas participer justement à avoir une belle énergie puis créer dans l'extérieur un monde beaucoup meilleur par des petits gestes. Juste le fait d'être conscient, d'agir en conscience, tu vas faire une grosse différence dans la collectivité. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas un cadeau. Oui, c'est un cadeau, parce que quand tu es là, ça te nourrit. Quand tu sais que tu as fait la différence dans la vie des gens, dans ta vie à toi, bien sûr, mais dans la vie des gens, ça donne de l'énergie. Comme moi, présentement, ce que je fais aujourd'hui, là, hey, Hugo, pourquoi tu fais genre les rendez-vous d'Hugo gratuitement? Pourquoi que tu donnes 1 heure et demie, puis là, tu as pris plusieurs notes, OK, ça t'a dû mettre beaucoup de temps là-dedans. C'est simple, c'est qu'après, en raccrochant, ben, c'est sûr que je vais aller me prendre un petit café, puis je vais aller prendre ma douche, puis je vais me mettre en action. Ça me donne de l'énergie. Parce que peut-être, OK, puis j'en suis convaincu plutôt, je suis convaincu que certaines personnes qui vont m'écouter en temps réel ou en direct, ben, vous allez peut-être grandir aussi. Fait que ça fait du bien, tout simplement. Le guide qu'on a aujourd'hui ensemble, parce que ce tirage-là est bon pour moi aussi, c'est la créativité, une magnifique carte. C'est potentiel créateur et imagination. Ben, c'est ça. Tu as ce pouvoir-là de créer la vie que tu veux. Tu as le choix, OK, tout simplement, de reproduire toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes expériences, ou prendre le temps, OK, de vivre ces expériences-là, puis faire des choix différents. Ce qui est drôle avec les cartes que je pige toujours, il y a toujours un rapport avec les sujets que j'ai sortis. Fait que tu as le choix, OK, en vivant consciemment les expériences, de faire justement des décisions différentes qui vont t'amener ailleurs. Fait que c'est le guide qui va t'avoir, c'est le thème. Chaque chose que tu vis, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux créer? Quelle décision tu veux prendre? Mais tu ne veux pas reprendre les mêmes décisions, tu veux faire différemment parce que tu veux ouvrir d'autres possibilités dans ta vie. La carte des messages de l'univers, je suis né pour contribuer. C'est bizarre, hein? La participation. Et faire une différence. Je me manifeste totalement dans tout ce que je fais de meilleur. Je la répète, là. Je me manifeste totalement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Fait que tout est aligné. Belle énergie, OK, de laisser aller, de vivre ce que la vie va t'envoyer aujourd'hui consciemment. Tu vas sentir peut-être un vide en fin de journée. Peut-être tu vas te dire que c'est de la douleur. Non, c'est la paix, tu as réussi et tu vas participer en faisant des choix différents aujourd'hui. Puis tu vas avoir une merveilleuse journée. Bon, ben je vous libère. Ça fait déjà pratiquement 1h45 qu'on parle ensemble. J'espère que vous avez apprécié la 10e épisode des Rendez-vous d'Hugo. Si vous avez des idées de sujets, ça te tente de venir dans mon podcast, dans un épisode, gêne-toi pas, écris-moi. Je vais mettre en lien mon site web aussi, parce que mon site web, je l'ai fait récemment, les Rendez-vous d'Hugo. Là, il n'est pas super complet, mais tu peux m'écrire là-dessus. Toutes les informations aussi du podcast est là, toutes les plateformes. Fait que gênez-vous pas. Moi, je fais ça pour vous autres. Hein. Fait que si vous voulez que je parle d'un sujet, exemple, on a parlé un peu d'incarnation tantôt, de médiumnité, même de plein air. Là. Gênez-vous pas, écrivez-moi, ça me fait vraiment plaisir. Fait que je te souhaite vraiment une belle journée. Puis, je te dis ça là, pas parce que dans le fond, c'est
c'est cool de le dire, OK, puis ça fait une belle finale à mon épisode. Non, je te le dis vraiment parce que ça m'intéresse vraiment. Je te souhaite vraiment une belle journée, puis je suis convaincu que tu vas avoir vraiment une journée extraordinaire. Puis si tu le prends le temps là, de vivre toutes ces choses-là consciemment, tu vas le voir. Tout est là, tous les signes sont là pour que tu sois bien, heureux, puis que tu aies tout ce que tu désires dans ta vie. Mais prends le temps. Prends le temps de prendre le temps. Fait que je te laisse sur mon générique et on se reparle, pas la semaine prochaine parce que je vais être en Colombie, mais je vais le mettre sur les rendez-vous d'Hugo, la prochaine épisode. Ça va aller probablement dans, je peux même le dire tout de suite, là, pour ceux qui sont en direct. Ce ne sera pas le 23, ça va être le 30. Le 30, je vais être là. Puis peut-être, pendant que je vais être en Colombie, si j'ai le temps, s'il y a de l'Internet, je vais peut-être faire quelque chose, mais ce ne sera pas le 23, impossible. Mais si j'ai le temps, je vais vous faire quelque chose. Fait que soyez à l'affût, puis on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut.